Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je suis officiellement en vacances depuis hier soir. Et je pense que ça va me faire pas mal de bien parce que j'ai traversé des moments un petit peu difficiles dernièrement. J'ai eu des semaines très intenses au travail. En même temps, j'ai traversé des moments un petit peu durs sur le plan personnel. Donc, le mélange de tout ça n'a pas été évident. Mais là, du coup, je vais pouvoir profiter de la semaine pour me reposer et m'écouter. Et ça va faire du bien. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant que j'avais très envie de filmer une vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait du coup. Et en même temps, je voulais pas non plus faire une vidéo trop fatigante, trop exigeante. Donc ce n'est pas la vidéo numéro 2 sur les pinsons Charlot que je tourne ce matin. Pourtant, elle est quasiment scriptée, hein, donc je la ferai dès que j'en aurai l'énergie. Mais pour ce matin, ça me semblait un petit peu too much. Ce sont les vidéos comme ça, très intellectuelles et très structurées, sont quand même très fatigantes à tourner. Donc j'avais pas forcément envie de ça là tout de suite. Mais bref. Du coup, je traite, comme vous l'aurez vu dans le titre aujourd'hui, d'un sujet encore relatif aux transfuges de classe, mais en même temps, sans vouloir faire une chaîne exclusivement là-dessus, j'ai encore des réflexions que j'ai envie de partager, donc voilà. Et c'est un sujet, à savoir celui du transfuge économique, de la figure de l'arriviste, etc., qui est un sujet qui se prête assez bien à la vidéo un peu réflexion en vrac, puisque de toute façon, on peut pas être exhaustif avec ce genre de sujet, parce que c'est immense. En même temps, on peut pas... Enfin, ça me semble difficile de faire une vidéo hyper structurée parce que mes réflexions sont loin d'être terminées là-dessus. C'est des réflexions qui se construisent, qui cheminent, et donc là, je tourne une vidéo à un instant T de mes réflexions, mais ça peut largement évoluer et ça se prête énormément à l'échange collectif post-vidéo. Donc voilà, je pense que le format et la thématique s'accordent bien. Alors, plutôt que de faire une longue introduction, je crois que je vais tout de suite vous embarquer dans le chemin qui a mené aujourd'hui au fait que cette problématique se pose pour moi, et que je trouve intéressant de se pencher sur ces questions d'arriviste et de transfuge de classe économique. Pour commencer, j'aimerais vous partager la représentation que j'ai eue dans mon enfance, dans mon adolescence, de l'arriviste. En fait, c'était un mot qui était présent dans mon paysage d'enfance, puisque mon beau-père parlait souvent de son chef d'équipe en tant qu'arriviste. Et donc, pour rappel, mon beau-père était tourneur-fraiseur, donc ouvrier, quoi. Et donc, il parlait de son taulier, c'est le mot qu'il employait. Je sais pas si c'est un mot d'argot que beaucoup de gens emploient, mais en tout cas, lui, il utilisait ce mot. Et donc, son taulier, c'était un sale arriviste qui avait lui-même été ouvrier, donc il savait ce que c'était, quoi, mais qui n'avait pas hésité à écraser les autres, à profiter de sa position de domination une fois qu'il avait été nommé chef d'équipe, et à servir uniquement ses propres intérêts, sa cupidité et son désir de pouvoir. Et ça me marquait beaucoup, et je voyais bien les émotions de mon beau-père lorsqu'il parlait de ça. Une autre figure qui m'a marquée, c'est la figure de Rastignac, quand j'ai lu le Père Goriot en première. Rastignac qui, dans mon souvenir de lecture, et ce serait peut-être intéressant de le relire avec des yeux d'adulte, mais dans mon souvenir de lecture, qui était voilà cette figure de l'arriviste très égoïste, qui n'hésite pas à saigner sa famille, et plutôt les femmes d'ailleurs de sa famille, puisqu'il s'agit de sa mère et de sa sœur, je crois, pour parvenir, pour son souhait d'ascension sociale. Et c'est une figure qui m'a hantée après, quand j'étais à Louis-le-Grand notamment, parce que autant à Sciences Po, je travaillais pour gagner de l'argent et subvenir à mes besoins, autant à Louis-le-Grand, je ne travaillais pas. Et donc, je me reposais sur les moyens modestes de ma mère pour vivre. Et je me rappelle que je me disais que j'étais une Rastignac et que c'est ce que j'étais moi-même en train de devenir. Voilà. Bref, je passe à l'après Louis-le-Grand. Après Louis-le-Grand, comme je l'ai déjà exprimé dans d'autres vidéos, c'est le moment où j'ai commencé à lire de la sociologie, où j'ai commencé à lire... j'avais d'abord lu Didier Ribon, ensuite Bourdieu, Jacquet, etc. Et ces récits m'ont énormément aidée à l'époque à mettre des mots sur mes ressentis, sur mon chemin, mais aussi du coup à travailler sur moi et à réconcilier un certain nombre de choses. À la fois réconcilier des éléments de mon identité, mais aussi mon rapport à ma famille, etc. Et des questions politiques aussi, bien sûr. Mais voilà, ces lectures à l'époque, elles résonnaient parfaitement avec mes ressentis, avec mon parcours, parce qu'en plus, j'étais encore étudiante à Sciences Po et venant de prépa littéraire à Louis-le-Grand, donc dans des ambiances quand même
très intellectuelle, très littéraire, sciences sociales. Et donc même si j'étais pas moi-même chercheuse, comme les auteurs et autrices des livres que je lisais, je me trouvais être dans une situation, dans des mondes très similaires aux leurs. Donc en fait, voilà, ça répondait à beaucoup de questionnements autour du gap culturel, de la violence symbolique, etc. Et alors donc certes, ça ne traitait pas la question économique parce que c'était pas forcément au cœur de leurs propres considérations, mais de toute façon, pour moi, c'était pas non plus le sujet majeur, quoi. Donc voilà. Et par contre, un discours qui m'a beaucoup marqué, c'était en 2015-2016, et qui m'a fait déjà prendre conscience qu'il y avait peut-être un truc à creuser autour de ces questions économiques, ces représentations d'arrivistes, etc. C'est une discussion que j'ai eue avec un ami de l'époque, plus âgé que moi, et dont la vie était très différente de la mienne. C'est un monsieur que j'avais... un mec que j'avais rencontré à Louis-le-Grand dans le cadre d'un événement, voilà. Et on avait discuté, on s'était vite un peu pris d'amitié, si on veut, parce qu'il était lui-même transfuge de classe. Et à l'époque, j'étais en plein dans mes lectures, et donc j'avais dû en parler. Et ça avait énormément résonné, sachant que lui-même, il avait pour le coup pas du tout le même parcours d'études. Il s'était retrouvé dans une situation de transfuge de classe, mais plutôt justement économique, c'est-à-dire qu'il gagnait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas forcément fait un parcours littéraire, sciences sociales, il n'avait pas forcément eu accès à ces lectures qui donnent des clés d'analyse, et donc ça l'intéressait beaucoup, les éléments que je lui partageais, quoi. Bref. Mais toujours est-il qu'il y avait un trou dans la raquette pour lui dans les lectures que je faisais, à savoir cette dimension très économique de rapport à l'argent, etc. Et il m'avait raconté que pour lui, il y avait eu une sorte de tourbillon après ses études, où il n'avait pas du tout su contrôler son besoin / envie de gagner de l'argent. Et alors après, ce récit, il faut toujours le prendre comme un récit, parce que tu sais pas à quel point la personne se raconte des choses à elle-même, ou est très objective avec son parcours, ou a besoin de se raconter quelque chose pour se rassurer, ou pour ne pas se détester. Enfin, vous voyez, c'est toujours un petit peu délicat, mais c'est en tout cas intéressant d'entendre les récits pour ce qu'ils sont. Toujours est-il que le récit que lui se faisait, c'était que il n'avait pas du tout contrôlé son envie d'argent. Et qu'ensuite, il avait eu la sensation que tout était verrouillé. Et qu'il ne se voyait pas rétrograder. Donc, typiquement, il avait habitué sa famille, parce qu'il avait des enfants, etc., à vivre dans un grand appartement parisien, etc., et il ne se voyait pas rétrograder. Et il n'était pas très dispendieux. Dans mes souvenirs, d'ailleurs, il mettait surtout beaucoup de côté. À part l'appartement, il dépensait pas beaucoup. Un truc qui m'avait marqué, par exemple, c'est qu'il mettait pas jamais plus de 400 € dans un costume. Bien sûr, 400 € c'est beaucoup d'argent, hein. Mais quand tu gagnes 2 millions par an, c'était son cas, c'est pas, vous voyez, c'est pas délirant. Et en fait, ouais, je me souviens qu'il y avait quelque chose d'assez triste. Alors, on va pas plaindre non plus ce genre de personnage, si on veut, mais en gros, il sacrifiait tout. Il sacrifiait tout à une forme d'aliénation, en fait. Et comme c'était un transfuge de classe, je trouvais que c'était intéressant, en fait, d'écouter ça et de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un truc à creuser, quand même. Et je partagerai un peu plus tard dans la vidéo des réflexions depuis, parce que j'ai rencontré plein d'autres gens depuis, plein d'autres personnes de différents milieux. Et ça a complètement confirmé la réflexion que je me fais qu'il faut creuser, en fait, ces rapports à l'argent, et le poids des structures par rapport à ça. Et que c'est dommage de le mettre sous le tapis. Ça veut pas dire que tu plains les gens qui gagnent du fric, loin de là. Ça veut pas dire que t'excuses certains comportements, loin de là non plus. Mais ça peut être utile pour mieux comprendre certains trucs, pour travailler sur soi, si jamais on se retrouve confronté à certaines situations. Bref, du coup, je reviens à la conversation avec mon ami de l'époque. Ça m'avait marqué, mais du coup, j'avais pas forcément énormément creusé la question parce que pour le coup, moi, j'étais pas du tout confrontée à ça, donc ça me semblait quand même un peu abstrait. Mais un déclic que j'ai eu, c'est lors d'une projection débat d'un reportage. C'était en octobre 2019 et j'étais allée à l'avant-première du reportage de Jean-Louis Saporetto sur les transfuges de classe. Et ça se passait en salle Richelieu à la Sorbonne avec donc la projection et ensuite un débat. Et c'était un reportage très intéressant que j'avais trouvé très
justement plein de nuances et très précieux, très délicats, et où on écoutait tout simplement des gens. C'est ce que je préfère, moi, en fait. T'écoutes les gens, tu écoutes les récits, tu écoutes les douleurs, les doutes, enfin tout ça, quoi, les vécus. Mais en même temps, pendant la projection, je sentais qu'il y avait un truc qui me questionnait et j'arrivais pas à poser de mots. Et c'est lors du débat que j'ai compris ce qui se jouait. En fait, à un moment donné, je sais plus si c'était pour répondre à une question ou pour rebondir, bref, Chantal Jacquet, qui faisait partie donc des chercheurs présents lors du débat, a dit quelque chose du genre, enfin je paraphrase et sûrement assez mal, mais bon, l'esprit y était, quelque chose du genre, ce qui est bien avec ce reportage aussi, c'est qu'on voit qu'on peut être transfuge de classe sans forcément coller à cette figure de l'arriviste détestable, du self-made man très individualiste qu'on a habituellement en tête. Et donc on voit dans ce reportage que c'est aussi et avant tout une aventure collective et parfois des vécus et des situations de vie extrêmement éloignés des lieux communs de l'arriviste. Et elle avait complètement raison, en ce sens que le reportage, en plus, faisait s'exprimer majoritairement des chercheurs, des intellectuels, des professeurs. Il y avait quelques hauts fonctionnaires, mais donc fonction publique, donc c'est quand même un peu singulier. Et donc forcément, en fait, c'était des gens très très loin de la figure du parvenu, et la dimension culturelle était beaucoup plus prégnante que la dimension économique, par exemple. Et effectivement, on voyait l'aventure collective, on voyait les questions de rapport familial très complexes, souvent douloureuses, etc. Et sans du tout remettre en question la qualité de ce documentaire, je me suis fait la réflexion à ce moment-là que, en fait, on traitait rarement de cette question justement de l'arriviste de manière frontale. En fait. Là, on voyait que, voilà, il y a des transfuges de classe qui sont pas arrivistes, ok. Mais ce serait peut-être intéressant aussi d'écouter les récits de ceux qui collent assez, en fait, à cette figure d'arriviste, ou les récits, justement, des transfuges de classe plus économiques, qui gagnent plein de fric, etc. Même si c'est un peu violent, je trouve, mais en même temps, d'aller creuser un petit peu ça, et de comprendre ce qui s'est joué, et du coup, de pouvoir mener une analyse un peu plus nuancée derrière les clichés qu'on peut avoir en tête. Et donc aujourd'hui, la problématique que j'aimerais partager avec vous, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un gouffre entre, enfin dans les récits et les analyses, si on veut, de transfuges de classe, il y a un gouffre entre les analyses de chercheurs qui réfléchissent à leur propre parcours et à la question du transfuge de classe grâce aux outils des sciences humaines, de la sociologie, etc., qui sont hyper précieux, hein, bien évidemment, mais qui du coup traitent beaucoup des dimensions culturelles et des problématiques relatives à leur propre parcours et à leur propre situation de chercheurs et d'intellectuels. Un gouffre entre ça et les récits qui me font cringer, hein, bien sûr, mais des self-made man très, on va dire, dans la réussite économique et qui prônent le mérite personnel et qui donnent des conseils pour réussir, parce que c'est qu'une question de volonté, n'est-ce pas, et donc de mérite personnel et de travail, etc. Et il y a un immense gouffre, il me semble, entre ces deux types de récits. Et au milieu, qu'est-ce qu'on fait des parcours qui sont peut-être un peu plus bâtards, si j'ose dire, qui sont pas forcément des gens qui sont devenus des intellectuels avec avec les mêmes situations que les chercheurs et les mêmes problématiques et les mêmes capacités de se raconter d'ailleurs, tout en ne se reconnaissant absolument pas dans les délires, permettez-moi le terme, hein, mais de self-made man, mérite personnel, le travail avant tout, etc. Et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ça et d'aller soulever certaines problématiques que cela pose, et notamment la problématique du rapport à l'argent, du rapport au fric, des transfuges de classe. Je trouve que c'est pas évident, c'est très... faut prendre des gants avec ce genre de sujet, parce qu'on a vite fait aussi de faire des maladresses. Mais il me semble que ça peut être très salvateur de l'aborder, à la fois en termes de compréhension du monde, hein, de ce que ça peut révéler aussi socialement, etc., dans les structures et dans ce qui pèse sur nos choix,
Mais aussi en termes de compréhension de soi, pour les transfuges de classe qui peuvent être confrontés à différents moments de leur parcours à certaines opportunités ou certains questionnements personnels, parce que je pense que, enfin en tout cas dans mon cas, et je vais aussi partager là de l'expérience perso, hein, mais dans mon cas, il y a toute une réflexion que je fais justement pour essayer de pas de trouver des équilibres et d'être à l'aise à la fois politiquement, psychologiquement, etc. avec toutes ces questions-là, c'est-à-dire plutôt de dimension économique du transfuge de classe. Et donc j'aimerais lister, faire une petite typologie des différents types de transfuges de classe, je sais pas comment dire ça autrement, même si la formulation est un peu malheureuse, mais je trouve que c'est intéressant d'aller voir en fait toute la diversité des situations, parce que derrière le terme transfuge de classe, en fait, t'as des milliers de situations extrêmement différentes qui du coup aussi appellent des problématiques très très différentes, à la fois à l'échelle de l'identité et à l'échelle de la société. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais partager un petit peu la vue d'esprit qui est la mienne en ce moment là-dessus. En fait, moi, je me représente un peu les situations de transfuge de classe, la diversité des transfuges de classe, sous forme d'une matrice un peu à 2 entrées. La première entrée de la matrice, c'est la situation objective, matérielle de la personne transfuge de classe. Où elle en est dans sa vie, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, quels sont ses moyens financiers, dans quelle culture est-ce qu'elle se sent à l'aise, quel est son réseau, etc. etc. C'est très concret, matériel, objectif. Et la deuxième entrée de la matrice, c'est le récit que la personne fait d'elle-même et de son parcours, qui je trouve, c'est la dimension subjective du coup, mais qui je trouve fait absolument partie de l'identité, parce que la situation objective égale, en fonction du récit qu'on fait de soi, on va pas avoir la même identité de transfuge de classe, on va pas avoir les mêmes problématiques à traiter à l'échelle individuelle, et on va pas non plus dégager la même chose en termes d'externalité sur les gens autour de nous, sur la société en général. Et donc j'ai listé un petit peu des situations matérielles objectives et des types de récits, ou de non-récits de soi d'ailleurs, que j'ai en tête, et que j'ai pu aussi rencontrer dans ma vie, du coup, parce que c'est relatif clairement à des exemples de personnes autour de moi. Alors en termes de situation finale, j'ai listé les professeurs, donc c'est en gros des situations types de transfuge de classe, mais c'est pas du tout exhaustif bien sûr. Les professeurs, les chercheurs, des artistes, des personnes qui ont fait des choix de carrière, on va dire plus rémunérateurs, mais avec une dimension éthique, entre guillemets, des ascensions économiques CSP+, des commerçants et artisans qui n'ont pas fait de hautes études mais qui gagnent beaucoup d'argent, des gagnants de loterie ou des unions, des mariages avec quelqu'un de plus bourgeois. Alors, c'est pas, je me répète, c'est pas exhaustif, mais ça donne des exemples. Et donc à chaque fois avec des dimensions, des problématiques différentes. Par exemple, professeurs, chercheurs, artistes, bon après au sein d'artistes, les pareil, il y a plein de cas de figure. Mais ça peut être des cas de figure où en gros il y a surtout une dimension culturelle qui est prégnante dans le chemin, un chemin culturel, mais pas forcément un chemin économique si important. En tout cas, bien sûr, au sein du paysage des transfuges de classe. C'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent. Alors bien sûr, il peut y avoir un gap avec la famille, parce que entre un salaire de professeur en CDI qui gagne plus que le SMIC, qui a une situation extrêmement stable de fonctionnaire, etc., et mettons des parents qui étaient dans une très très grande précarité, il va y avoir un gap matériel, bien sûr. Mais voilà, ça reste quand même des professions où on gagne assez modestement sa vie, et où donc la dimension économique du transfuge est rarement la plus prégnante. D'autant que, là je parle de professeurs, mais prenons les chercheurs par exemple, sur toute une partie de la carrière, quand on a la chance de pouvoir faire une carrière de chercheur, c'est la précarité qui domine. On enchaîne les postes précaires, de post-doc, etc. Et ça a des réalités matérielles en termes d'accès au logement, de dépenses, etc. très contraintes. C'est très difficile. Enfin c'est très difficile, c'est difficile, c'est très précaire. Donc il ne faut pas s'imaginer que le gap économique est immense dans ces cas-là. Concernant les artistes, alors là, comme je disais, il y a plein de types d'artistes, mais moi j'ai des exemples en tête de transfuges de classe de ma connaissance qui ont embrassé des carrières d'artistes où il fallait
eux-mêmes, le prérequis c'était qu'ils soient ok avec cette incertitude économique. Et c'est pas le cas de tous les transfuges de classe, on en reparlera en détail après dans la partie que j'aimerais traiter sur les questions de relation à l'argent. Mais voilà, la dimension culturelle dans la vie d'artiste va être très présente. En revanche, le gap économique est rarement immense avec la famille, sauf si tu perces, entre guillemets. Et là, j'ai des exemples effectivement aussi d'artistes de ma connaissance qui d'un coup ont percé et se sont retrouvés avec des moyens économiques beaucoup plus élevés qu'avant. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu cette problématique dans leur vie, mais c'était pas forcément le cas avant, quoi. Ensuite, je parlais des choix de carrière un peu plus rémunérateurs, mais avec cette dimension éthique, entre guillemets. Il y a beaucoup de transfuges de classe qui vont avoir ce genre de choix, c'est-à-dire qui rendent possible une sécurité financière forte, et il y a souvent une dimension du coup de gap économique avec la famille, parce que c'est quand même des carrières CSP+, etc. Mais c'est pas forcément du tout des postes qu'on pourrait connoter de postes de requins, de postes très rémunérateurs avant tout. Ça va être des choix, je sais pas, de carrière dans le culturel, dans l'associatif, dans l'économie sociale et solidaire, dans la fonction publique. Alors si t'es énarque dans la fonction publique, tu gagnes bien ta vie, hein, mais tout le monde n'est pas énarque, et tu peux être en CDD dans la fonction publique, etc. Donc c'est un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu gagnes souvent plus d'argent que ta famille, mais c'est pas non plus en général un gap immense. Et après, là on entre dans les cas de figure où le gap économique, on va dire, est plus grand que le gap culturel. Ça va être les ascensions économiques vraiment très très fortes de postes très rémunérateurs, dans les milieux très rémunérateurs. Je pense aux grandes entreprises, à la banque, etc., au conseil, voilà. Mais là, c'est CSP+, encore, mais il y a d'autres cas de figure, comme des commerçants, des artisans qui n'ont pas fait de hautes études, mais qui ont gagné énormément d'argent pour un tas de raisons. Je pense à des exemples autour de moi de commerçants, d'artisans à Paris qui, sur toute leur carrière, ont bénéficié d'énormément d'opportunités et se sont retrouvés à gagner beaucoup d'argent, pour lesquels il n'y a pas forcément une dimension culturelle hyper forte dans le chemin de transfuge de classe, mais clairement une dimension économique. De manière extrême, dans ce cas de figure-là, il y a les gagnants de loterie. Et d'ailleurs, c'est dans ma prochaine vidéo des Pinsons Charlot, les millionnaires de la chance. Dans les millionnaires de la chance, ils traitent de ces gagnants de loterie, des transfuges de classe très particuliers, pour qui le déclencheur, c'est un immense gain d'argent qui change toute leur vie sur le plan économique. Mais c'est très intéressant, je reparlerai du coup de ce livre dans ma prochaine vidéo, normalement. Et le dernier cas de figure que j'ai noté, c'est des unions, des mariages, très souvent, c'est des mariages de femmes, on n'échappe pas au patriarcat, qui donc se retrouvent à se marier avec des hommes d'une classe sociale plus élevée. Et dans ce cas-là, il y a un transfuge de classe par le mariage, par l'union, qui est là aussi, qui peut contenir une dimension à la fois culturelle, économique, réseau, etc., et qui va avoir son lot de singularités. Et maintenant, si je passe à cette deuxième entrée de matrice, à savoir les récits que se font les gens d'eux-mêmes, et bien là, quelle que soit ta situation objective, tu peux avoir des récits très différents. Tu peux avoir un récit en termes de mérite personnel, de self-made man, de je dois tout à moi-même, je ne dois tout qu'à mon travail, si moi je peux le faire, les autres peuvent le faire, etc. Tu vas avoir des récits, au contraire, en termes de culpabilité très forte et de sentiment d'avoir pris la place d'autres, et de se détester pour ça, et en même temps de ne pas réussir à faire autrement. Un petit peu des récits comme ça de je me suis sentie hors de contrôle, c'est un peu le récit aussi que j'exprimais, que je reportais de mon ami qui était très riche, qui m'avait partagé du coup son sentiment par rapport à ça et par rapport à ses choix de jeunesse. Il y a des récits en termes de non-responsabilité. C'est le fait de finalement s'être retrouvé là de manière très aléatoire et d'avoir le sentiment de pas vraiment avoir fait de choix. Il y a des récits un peu
des récits très analytiques. C'est un petit peu mon cas en l'occurrence. C'est-à-dire des récits qui apposent beaucoup de clés d'analyse sur le parcours, de clés d'analyse structurelles, sociales, mais aussi psychologiques, de travail sur soi, où on va essayer de décortiquer. Et ça peut... Enfin, c'est ni bien ni mal, hein, voilà, ça dépend des réflexes de chacun et de ce qu'on va rencontrer dans notre vie, mais qui vont essayer, sans honte ni orgueil, en fait, de comprendre ce qui s'est joué, à la fois en termes de responsabilité personnelle et en termes de structure, quoi. Enfin, il y a plein de types de récits, et bien sûr c'est poreux entre ces récits, mais en tout cas ça va venir aussi, comme je disais tout à l'heure, faire partie de l'identité des transfuges de classe, quelle que soit leur situation objective. Et donc, comme je disais en début de vidéo, quand tu, au sein de cette typologie, un peu, j'ai envie de dire, quand tu es transfuge de classe, avec une dimension économique forte, mais que dans ton récit de toi, il est hors de question pour toi de t'identifier à un self-made man ou woman qui est très individualiste, qui est totalement à l'aise avec l'idée de gagner un max de fric et d'exploiter les autres, tu te retrouves un peu dans une situation où t'es un peu en manque de récit et de clés d'analyse parfois. Et c'est pas forcément évident, et je pense que comme il y a aussi beaucoup de tabous, de déchirements internes, tu peux finalement mettre beaucoup de questions sous le tapis et ne pas réussir à les aborder en fait. Et moi, c'est des choses que je réussis à aborder depuis assez récemment, et du coup, j'aimerais un petit peu partager ici les réflexions que sont les miennes, justement pour pouvoir collectivement échanger là-dessus. Sachant qu'il y a une dimension politique très forte qui forcément teinte tout mon discours, hein, bien sûr. Là-dessus, moi, le présupposé par exemple, c'est que je considère que les inégalités salariales, quelles qu'elles soient, ne font pas de sens. Je sais que ça peut être très surprenant aux oreilles de beaucoup de gens, mais pour le coup, moi, c'est une réflexion qui ne vient pas de nulle part, c'est tout un chemin personnel, une réflexion politique personnelle qui est la mienne et qui aboutit à ça. Mais voilà, c'est ma réflexion, et donc du coup, forcément, ça teinte aussi beaucoup ma vision des choses et aussi ma vision de moi-même et mes propres dissociations internes et mon rapport dans mon individualité et dans mon rapport à la société, etc. Bref. Mais du coup, j'aimerais vous partager un petit peu les questions dont je pense qu'elles sont salvatrices, enfin, dont je pense qu'il est salvateur de se les poser à soi-même quand on en est capable, quand on peut, quand c'est le moment de le faire. Voilà. Pour ma part, il y a deux grandes questions que je me pose, que je continue à me poser. C'est, d'une part, quelles sont mes motivations et mes aliénations, si j'ose dire, mais en tout cas, quelles ont été dans mon parcours les motivations de mes choix, les vraies motivations de mes choix, si j'ose dire. Et les motivations que sont les miennes encore aujourd'hui, les besoins que sont les miens encore aujourd'hui et qui peuvent aussi conduire mes choix. Et deuxième grande question, quel est mon rapport à l'argent? Alors c'est très très vaste bien sûr, mais quand on parle de transfuge de classe économique, c'est difficile de faire l'impasse sur cette question, qui est à la fois une question individuelle, psychologique, qui relève aussi de tout ce qu'on peut hériter en termes de représentation, mais aussi une question bien sûr de société, puisque le rapport qu'on entretient à l'argent est quand même extrêmement influencé par les structures autour de nous, les incitations qui peuvent être présentes autour de nous, les représentations, etc., etc. Alors d'abord sur la question des motivations. Je trouve que c'est intéressant quand on peut le faire, au moment où on peut le faire, de faire un retour sur son propre parcours et d'essayer de détricoter un peu les couches de récits qu'on a pu se faire sur soi-même et d'essayer de se confronter à la fois sans honte mais sans complaisance non plus. Je sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Mais en tout cas, oui, voilà, d'essayer de se confronter sans honte ni complaisance aux raisons des choix qu'on a pu faire dans le passé. Pour moi, par exemple,
Quand je suis allée à Loups-le-Grand, c'était clairement parce que, là pour le coup je sais que je ne me mens pas du tout à moi-même, c'est sûr et certain que c'était parce que j'étais passionnée de philosophie et je ne me voyais pas faire autre chose que de la philosophie après le bac. Et en même temps, il y avait quelque chose d'assez téméraire à faire ça, et je me rendais pas forcément compte. Et puis par ailleurs, il y avait aussi le poids du prestige. Et ça, par contre, je me l'avouais un petit peu moins, mais pour moi, c'était extrêmement important de faire quelque chose de connoté prestigieux. Il y avait quelque chose dans mon identité et j'avais quelque chose à prouver, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et je ne me l'avouais pas, ou je me l'avouais à demi-mot, mais en tout cas le prestige était super important et a beaucoup conduit aussi cette décision d'aller à Loups-le-Grand. Une fois que je m'étais rendu compte que Loups-le-Grand était prestigieux, n'est-ce pas? Mais la dimension matérielle, elle n'était pas trop présente. Sinon, tu fais pas prépa littéraire en fait. Si ton but c'est de gagner de l'argent, tu fais pas forcément prépa littéraire classique, voilà. Mais c'était pas trop présent dans ma tête parce que quand bien même j'avais pas grandi dans l'opulence, j'avais pas vraiment l'impression de manquer. Alors j'avais déjà, une certaine fascination pour le luxe, mais c'était très bien géré, je sais pas si c'est le mot, mais c'était pas un sujet, quoi. C'était genre, oh là là, ça c'est beau, ça doit être incroyable de pouvoir se permettre ça, mais ma vie, c'était ma vie matérielle que j'avais toujours connue, avait forgé mes représentations de vie, et donc c'était comme ça, tout simplement. Et puis j'avais pas eu vraiment l'impression de manquer. Il y avait des choses qu'on ne faisait pas, mais c'était comme ça, la vie c'était comme ça. On va pas en vacances, bah oui, on va pas voyager, non, mais c'est la vie, en tout cas c'est ma vie. En revanche, quand je suis rentrée à Sciences Po, je pense que là, pour le coup, j'ai beaucoup plus eu cette dimension matérielle et besoin de me rassurer sur les questions d'argent qui sont apparues. Et pour le coup, c'est aussi parce que j'ai eu des énormes vertiges pendant ma prépa, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que je me suis assez vite rendu compte que mon choix avait été un petit peu téméraire sur le plan, on va dire... comment exprimer ? En fait, j'étais rentrée à Loups-le-Grand en me disant que de toute façon, ça allait suivre son cours et que je savais pas trop ce que j'allais faire après la prépa, mais que je passerais différents types de concours et que je trouverais bien quelque chose. Puis après, comme j'étais rentrée à fond dans ce lavage de cerveau autour de l'ENS, c'était l'ENS ou rien. Or, j'étais persuadée que je n'aurais pas l'ENS. Et donc, je me disais, en fait, tu vas te retrouver au bout de ces 3 ans sans aucune perspective de métier concret. Et comme je me voyais pas professeur, je me voyais pas continuer en master recherche, je me sentais mais totalement démunie et entre guillemets dans la merde matérielle, vous voyez. Et ça m'avait fait vraiment des grands vertiges, d'autant que sur ma 3e année de prépa, ma mère et mon beau-père avaient divorcé et ma mère s'était retrouvée à avoir des problèmes d'argent et du coup c'était d'autant plus marquant pour moi et c'était devenu vraiment un sujet. Et donc, après Sciences Po, quand il s'est agi de faire le choix de la suite, j'ai choisi de ne pas passer l'ENA. Alors que j'avais commencé à le préparer et tout, hein, mais j'ai choisi de ne pas passer l'ENA et d'aller faire un second master en école de commerce. Et c'est là où je pense que, sans aller jusqu'à me mentir à moi-même, je me suis menti par omission. En fait, je ne me suis avoué qu'un certain nombre de raisons. En gros, il y avait plusieurs raisons. Les raisons que je m'avouais, c'était... et ce sont des vraies raisons par ailleurs, c'était que mes stages dans la fonction publique ne m'avaient pas convenu. Et ça c'est vrai, c'est que mon stage au ministère du Travail avait été très dur à vivre parce que j'avais l'impression de travailler à appliquer des politiques avec lesquelles j'étais en profond désaccord, c'était sous Hollande. Et mon stage au Conseil d'État, c'était assez mal passé aussi. J'étais dans la section recherche, donc c'était quand même plus théorique, mais comme je travaillais sur la simplification du droit, quand tu simplifies le code du travail, c'est pas forcément non plus... Voilà, politiquement, je m'y retrouvais pas. Et c'était assez compliqué. Pour autant, j'avais discuté avec des amis, notamment Julie, etc., qui avaient fait des stages dans la fonction publique, qui avaient été vécus très différemment, très positivement. Donc j'aurais pu me raccrocher à ça, vous voyez. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Je me suis dit que, comme ça ne me convenait pas, il ne fallait pas que je passe l'ENA, il fallait que je fasse autre chose.
et que donc un master en école de commerce permettrait de temporiser un peu et de m'ouvrir aussi d'autres perspectives, parce qu'après mon master à affaires publiques à Sciences Po, je ne savais pas trop où me diriger en dehors de la fonction publique. Ce que je ne m'avouais pas complètement, parce qu'en gros tout ça était vrai, mais je ne m'avouais pas complètement que par ailleurs, il y avait 2 choses que je mettais un peu sous le tapis. La première chose, c'est que je ne me sentais pas capable de vivre un nouvel échec au concours. Or, le concours de l'ENA ressemble assez au concours de l'ENS. Ce n'est pas les mêmes épreuves, mais ce sont des concours encyclopédiques où il y a énormément d'appelés, peu d'élus, où t'as beau travailler comme un dingue, tu n'es pas du tout assuré de l'avoir. Et où tu sacrifies bien sûr au moins 1 an de ta vie à travailler sur vraiment toute la journée, tout le temps. Et voilà, après Lou Legrand, j'avais fait un épisode dépressif et je ne me voyais pas, en fait, je pense, repartir dans l'exact même schéma de la préparation de l'ENS pour préparer l'ENA. Et ça, je me l'avouais qu'à demi-mot. Mais j'en étais pas capable. Et puis la deuxième raison que je ne m'avouais pas, c'était le besoin de gagner de l'argent. Et ça, pour le coup, je ne me l'avouais pas parce que j'avais honte, en fait. J'avais honte. Et aujourd'hui, c'est toujours un gros sujet. C'est pour ça que c'est le deuxième bloc, n'est-ce pas, de cette sous-partie, à savoir le rapport à l'argent. Mais je me voyais pas, par exemple, devenir contractuelle dans la fonction publique. Aussi parce que je me faisais une mauvaise représentation de la chose, parce que maintenant, je me rends compte que tu peux avoir une vie très stable en étant contractuelle dans la fonction publique. Mais je me représentais que ce serait pas voilà, le CDI qui me rassure, etc. Et sans vouloir gagner énormément d'argent, hein, c'était pas le but, parce que de toute façon j'aurais fait d'autres choix déjà auparavant si ça avait été le cas. Mais j'avais ce besoin très 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 fort qui s'exprimait de sécurité financière plus quoi. Voilà. Et donc après l'ESSEC, pareil, quelles ont été mes motivations à prendre le poste que j'ai pris dans l'entreprise du CAC 40 dans laquelle je travaille toujours? Eh bien, c'était un peu un mix aussi de pas mal de besoins et de motivations différentes. Il y avait un grand besoin de signer un CDI, ça c'est clair. J'avais un grand besoin de me dire « Ok, je suis à l'abri ». Ensuite, il y avait... J'avais quand même envie d'être dans une grande structure et je me méfiais beaucoup, j'avais peur des trucs un peu start-up à la mode, etc. Où je me disais en fait, s'il n'y a pas de hiérarchie, c'est qu'il y en a sûrement mais qui sont cachés et où du coup il y a peut-être moins de contre-pouvoir. Et je m'étais dit, ok, je sais pas si c'est le choix parfait, mais je pense que ça me conviendra en tout cas pour l'instant. Et en plus de ça, dans le parcours que l'entreprise proposait, je pouvais prendre un poste opérationnel sur le premier poste et puis ensuite faire une carrière dans l'opérationnel si je voulais. Et ça me parlait énormément aussi. Donc sur mon premier poste, j'avais fait un poste très opérationnel et je m'étais sentie vachement bien. Et c'est... Je sais pas comment dire, mais au bout de 7 ans, 7 ans dans des milieux très intellectuels et tout, j'avais l'impression de reconnecter avec une partie de moi-même, c'était assez impressionnant. Et donc voilà, bref, je parlais donc de questionner ses motivations sincères, sincèrement, ce qui est loin d'être évident parce que ça peut faire se dissocier un peu avec soi-même, ou en tout cas le soi-même qu'on a pu se raconter à certains moments. Mais je pense que c'est important. C'est d'autant plus important qu'après, du coup, ça aide à se désaliéner d'un certain nombre de choses. Et le deuxième bloc que je voulais aborder, c'est la relation à l'argent. Que pour le coup, moi j'ai commencé à questionner depuis que je gagne de l'argent, justement. Enfin, non, pas depuis que je gagne de l'argent, depuis que je suis en CDI. C'est-à-dire qu'avant, je le questionnais pas forcément. Et depuis que je suis en CDI, je le questionne beaucoup plus. Et j'ai beaucoup cheminé, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans cette dimension économique du transfuge de classe, et ça m'aide pour la suite. Je pense que ça va m'aider pour la suite. Alors en vrac un peu, je vous donne les réflexions, mais moi je me suis toujours sentie quelqu'un d'assez matérialiste. Pas au sens où j'accumulais des choses quand j'étais enfant, adolescente et tout, mais au sens où les objets que je détenais, c'est super important pour moi. Et je suis toujours assez matérialiste, c'est-à-dire que
je vis dans 22 mètres carrés, j'ai assez peu de choses, mais mes choses sont importantes. Mes livres matériels, par exemple, sont importants. J'aurais mal au cœur si je perdais quelque chose, si je casse quelque chose, etc. Je m'en remets, hein, bien sûr, je m'en remets, mais c'est pour moi important. Pour autant, comme je disais tout à l'heure rapidement, jusqu'à mon arrivée à Paris, j'ai pas eu l'impression de manquer de trucs. C'est du matérialisme sans volonté d'accumuler des choses ou sans sentiment de manque. Mais à Paris, et surtout après Louis le Grand, à Sciences Po, etc., j'ai commencé à être très envieuse. Envieuse notamment d'objets de luxe. Et ça a été un gros sujet pour moi. Et un sujet tabou, même tabou avec moi-même en fait. Genre j'avais tellement honte que y réfléchir même pour moi-même c'était dur. Et genre j'avais envie, je sais que j'ai passé du temps sur internet à regarder des sacs de luxe, à me dire c'est des objets que je n'aurai jamais, que j'aimerais trop avoir. Et à mettre tant bien que mal de côté un peu d'argent des cours particuliers pour en solde m'acheter un article de chez Maje ou de chez The Couples. Et avec quelque chose où je me sentais ridicule, en fait. C'est ça, c'est qu'il y avait un côté ridicule et aliénant. En fait, je me disais que c'était à la fois moi et pas moi. Aurore m'avait dit que j'avais toujours été fascinée par le luxe. Et je me rappelle quand elle m'avait dit ça, ça m'avait marqué. Genre comme si elle me disait quelque chose que je découvrais. Mais parce que je voulais pas affronter ça en fait. Je voulais pas affronter ça et en même temps je ne pouvais que constater que j'étais très très envieuse et tout. Et le gros tournant ça a été mes premiers salaires. Parce que quand j'ai touché mes premiers salaires, tous les fins de mois, ça a été une opulence soudaine que j'avais jamais connue. Et il y avait ça m'a énormément désarçonnée en fait. Ça m'a énormément désarçonnée. Et oui, ça comblait ce besoin de sécurité financière. Mais en fait, c'était bizarre. D'un coup, j'avais plein d'argent en fait. Et je me sentais coupable d'avoir cet argent déjà. Et ensuite, je ne savais pas quoi en faire d'un côté. Et en même temps, je ne savais que trop quoi en faire quand on sait que j'avais ces envies matérielles qui étaient présentes depuis quelques années. Et donc je me suis retrouvée sur ma première année à avoir un rapport très, très étrange à l'argent, à faire certains achats de manière un peu compulsive, toujours dans les limites de mon salaire, je me retrouvais jamais dans le rouge ou quoi que ce soit, mais j'étais pas sereine en fait. Il y avait plein de moments où je mettais énormément de côté, d'autres moments où je dépensais beaucoup dans des choses matérielles, connotées luxueuses, etc. et où je m'en voulais de ça. Et c'était honteux, j'avais honte de ce rapport à l'argent qui était le mien. Et en plus, je me comparais à d'autres gens autour de moi dont j'avais l'impression qu'ils avaient une relation hyper saine à ça, à l'argent. Et je me disais, mais mon Dieu, c'est terrible. Et en plus, il y a eu une couche politique qui s'est surrajoutée quand je me suis rendu compte que ces envies très luxueuses que j'avais, elles étaient problématiques sur le plan politique. Parce que, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que quand tu te balades avec des objets luxueux ostentatoires, tu as un impact sur les autres, et un impact que j'estime négatif. Et donc je me suis dit que je voulais pas en fait, je voulais pas me laisser aliéner par tout ça. Et ça a été tout un chemin pour se désaliéner en fait, et je pense que ça a été à la fois le chemin intellectuel, politique, analytique, et aussi le temps. Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais ça a été aussi du temps pour me recentrer, réconcilier aussi certaines parties de moi-même, apaiser certaines peurs et en même temps travailler sur certaines envies. Et avoir un regard politique sur tout ça. Et autour de moi, parmi les transfuges de classe économique que je connais, j'ai plein d'exemples de rapports à l'argent différents que j'observe avec beaucoup d'intérêt. J'ai des amis qui vont mettre beaucoup de côté, j'ai des amis qui vont accepter une forme de précarité économique parce que y a d'autres motivations qui vont rendre soutenable la précarité. J'ai des amis j'ai un ami en particulier qui est un transfuge de classe économique très franc,
mais aussi avec une dimension... Enfin, c'est un homme racisé, il a été déraciné géographiquement, il a traversé vraiment beaucoup de précarité et beaucoup de stress d'argent. Et aujourd'hui, il assume le fait... Enfin, il assume, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il a fait des choix, depuis la fin de ses études, de postes connotés requins, type... poste de fusion-acquisition, etc., très rémunérateur, etc., tout en étant très à gauche, et donc on pourrait se moquer de ça et dire ah bah d'accord, le mec est bien pétri de contradictions, etc. Je pense que ça ne souffre pas en fait ce genre de cliché. Et typiquement dans son cas à lui, enfin voilà, t'as grandi en Afrique, dans la précarité, dans la galère, et ensuite t'as été déraciné, très seul, ne pouvant compter que sur toi-même, avec un gros crédit étudiant, avec enfin, énormément de choses. En fait, si à ce moment-là de sa vie, maintenant, il a besoin en fait de gagner de l'argent et potentiellement beaucoup d'argent, c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien ou quoi, enfin, mais pour moi, c'est difficile d'aller juste critiquer à l'emporte-pièce et de dire bah c'est vraiment un connard, tu vois. Je pense que c'est pas possible en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Ouais, j'ai un autre exemple. Je me rappelle d'une collègue transfuge de classe qui me disait qu'elle savait pas quoi faire de son argent. Elle savait absolument pas quoi faire de son argent parce que ça collait pas à son mode de vie, en fait. Et j'ai un autre ami comme ça aussi qui met tout de côté, tout le temps, et il a énormément besoin d'avoir de l'argent de côté dans sa représentation quoi de sa vie, mais par contre il dépense pas. Ne dépense rien. Donc voilà, il y a plein de rapports à l'argent possibles. En tant que transfuge de classe, souvent, le rapport à l'argent, quand il y a une dimension économique de ton transfuge de classe, c'est toujours un sujet, même si c'est un sujet pour les gens qui ne sont pas transfuges de classe, bien évidemment, hein, le rapport à l'argent, c'est un truc assez tabou, assez honteux, qu'on a du mal à aborder et tout. Mais disons que pour les transfuges de classe, parfois il y a des spécificités, quoi. Et donc bref, on voit bien aussi que quand on parle de relation à l'argent comme ça, on est sur une question à la fois très politique, très collective, qui questionne les structures, les inégalités sociales, etc. Et en parallèle sur une question très individuelle, émotionnelle, psychologique, puisque le rapport à l'argent à l'échelle individuelle peut être très singulier, lié à notre vécu, au vécu de nos parents, aux représentations qu'on nous a données, à certaines autres problématiques psychologiques qui peuvent être les nôtres et qui interagissent avec la relation à l'argent, etc. Et donc c'est toujours pareil, c'est qu'il y a ces deux dimensions qui sont pas non liées, mais en tout cas qui peuvent être discordantes à l'échelle individuelle. Et c'est pas toujours évident à réconcilier, et il me semble, et ça fera un petit peu la conclusion de cette vidéo, que pour réconcilier tout ça, quand on peut se confronter à la question, à l'échelle individuelle du coup, c'est utile et c'est salvateur. Parce que du coup, s'en parler à soi-même, en parler autour de soi, pouvoir du coup mener cette réflexion sans complaisance, parce que je pense qu'il ne faut pas être complaisant envers soi-même sur ces questions-là, qui sont des questions très politiques, et en même temps sans honte, parce qu'on n'est pas entièrement responsable de certains de ces comportements, enfin, je sais pas si responsable c'est le mot, mais en tout cas il y a beaucoup de déterminisme, en tout cas moi c'est ce que j'analyse, hein, beaucoup de déterminisme dans ces comportements, et d'essayer du coup de mener cette réflexion avec beaucoup de sincérité permet finalement aussi d'avoir un peu plus le contrôle en fait, d'avoir un petit peu plus le contrôle sur ses propres choix, sur les impacts de ses propres choix, et pour moi, en tout cas, dans mon propre chemin, c'est important. Mais je pense pas être isolée. Mais pour ça, déjà, c'est vrai qu'il faut pouvoir adopter un regard assez analytique, pouvoir faire récit, pouvoir avoir des clés d'analyse, pouvoir... ce qui est loin d'être évident. Et c'est ça aussi. Enfin, là, je vais un petit peu dans tous les sens, mais en gros, c'est... Je trouve qu'il y a quelque chose de classiste au sein du monde des transfuges de classe, parce que si tu penses par exemple à des millionnaires du loto qui, mettons, qu'on considère mal se comporter, ou tenir des récits problématiques,
Je dis pas que les récits sont pas problématiques, mais en tout cas, je pense que c'est important, sans forcément justifier, mais d'expliquer aussi que ces gens-là, bah, ils ont pas forcément lu Bourdieu, quoi. Et du coup, paradoxalement, je trouve ça un peu classiste de tout... Enfin, d'avoir une critique à l'emporte-pièce, qui n'empêche pas une critique, mais je trouve que c'est important qu'elle soit pas à l'emporte-pièce, quoi. Une critique plus nuancée et plus compréhensive de la situation me semble importante. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire sinon Ah ouais, et un dernier truc que je voulais dire. Et oui, j'aurais pu faire apparaître ça plus tôt dans la vidéo, mais ça fera conclusion. C'est qu'il y a toujours aussi... C'est toujours important de mettre en parallèle, de mettre en miroir les parcours de transfuges de classe très requins, si j'ose dire, avec les parcours des bourgeois héritiers, au sens de Bourdieu, quoi, qui se préoccupent rarement de leur rapport à l'argent, des questions éthiques, des externalités de leurs choix, etc., quoi. Et ça veut pas dire que du coup, allez, YOLO, les transfuges, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais méfions-nous quand même de là où est portée la lumière. Voilà. Bon, je sais pas trop comment je vais me débrouiller au montage pour faire une vidéo à peu près structurée, pas trop longue quand même, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, comme je disais en introduction, le but était surtout de, certes, partager un petit peu en vrac ces réflexions, mais aussi de pouvoir échanger, donc en commentaire sous la vidéo, en message privé sur Instagram, bref, comme vous le préférez. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.